Concerne 341 ex-combattants issus des mouvements comme le Gatia, le CPA 1 et 2 ainsi que le mouvement sédentaire des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Un dispositif a été mis en place pour disposer d'un fichier fiable au terme des opérations. Focus ce soir sur la transformation du karité à Djouila. Plus de 2000 femmes issues de différentes coopératives de la 13e région peuvent produire annuellement jusqu'à 100 tonnes, dont 20 tonnes de beurre de karité biologique. Si ces femmes disposent aujourd'hui d'équipements nécessaires à la production du beurre de karité, elles souhaitent vendre plus pour stocker moins. La relève du 5e art est assurée au Mali. Les jeunes de plus en plus s'intéressent à la littérature. En témoigne le nombre croissant des jeunes auteurs. Si certains sont à leur tout début, d'autres ont déjà à leur actif plusieurs publications, parmi lesquelles des romans et des recueils de poèmes. Tchemoko Konaté nous fera un gros plan sur ces jeunes auteurs dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 7 janvier 2026 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kone pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir, Mbaraksa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'assainissement et de lutte contre les pollutions et nuisances. B. Un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques. Au terme des dispositions de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, le territoire de la République du Mali est divisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales. L'adoption de la loi numéro 2023-002 du 13 mars 2023 portant modification de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire a consacré la suppression de la collectivité territoriale cercle. Cette nouvelle organisation administrative et territoriale a rendu nécessaire la relecture du décret numéro 2014-0572 PRM du 22 juillet 2014 et du décret numéro 2018-0079 PRM du 29 janvier 2018 fixant respectivement le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'assainissement, de lutte contre les pollutions et nuisances et de gestion des ressources forestières et fauniques. Le projet de décret adopté réorganise l'exercice des compétences transférées entre la commune, la région et le district de Bamako et précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable doivent apporter aux collectivités territoriales dans ce cadre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 2e édition de la Nuit du citoyen, le 22 janvier 2026 à Bamako et à Kati. Cette 2e édition a pour objectif de magnifier les citoyens qui incarnent les valeurs de civisme, de solidarité et de responsabilité, de promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes en mettant en lumière les actions exemplaires au sein des communautés, d'encourager une participation active des citoyens aux efforts de développement local et national. 2. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la commémoration de la Journée internationale du 6 février.
Cette journée, placée sous le thème national « Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle du Mali face aux enjeux de l'abandon des mutilations génitales féminines, excision », vise à informer et à sensibiliser l'opinion publique sur l'ampleur du phénomène. Elle offre également l'occasion de partager les progrès réalisés dans l'abandon des mutilations génitales féminines par les communautés et de faire le plaidoyer auprès des décideurs et leaders communautaires sur les enjeux et défis liés à leur élimination. La commémoration sera marquée à Bamako et dans les régions par des conférences débats, des émissions radiophoniques et télévisées, des formations et des sessions de plaidoyer. 3. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres A. Des conclusions de la 3e réunion des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce et le secteur privé de la Confédération AES tenue le 15 décembre 2025 à Niamey au Niger. Cette 3e réunion qui avait pour thème « Quelle réforme pour un secteur privé en harmonie avec la vision de l'AES » a examiné plusieurs points relatifs à la transformation structurelle des économies de l'AES et à la construction d'un espace économique intégré pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. À la fin de leurs travaux, les ministres ont adopté l'état de mise en œuvre des actions prioritaires et des recommandations de 2025, la matrice des recommandations à mettre en œuvre en 2026, le texte sur le cadre de dialogue public-privé et l'amélioration du climat des affaires de la Confédération AES, le guide d'organisation des rencontres des ministres. Plusieurs documents ont été signés par les acteurs du secteur privé, notamment la convention de partenariat entre les offices céréaliers de la Confédération AES, le statut de l'Alliance des chambres de commerce et d'industrie de la Confédération AES, le texte sur la création du comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre des chambres de commerce et d'industrie de la Confédération des États du Sahel. B. De la tenue de la 65e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle du 4 au 13 décembre 2025 à Brazzaville, en République du Congo. Au terme des travaux de cette 65e session, le Conseil d'administration a pris acte des rapports d'activité du directeur général et des structures nationales de liaison, examiné l'exécution budgétaire au 30 septembre 2025 et adopté le budget 2026, ainsi que plusieurs résolutions relatives au fonctionnement et au développement de l'organisation. Après le Grand Prix des Awards de la marque OAPI en 2025, le Mali s'est à nouveau distingué au cours de cette session à travers le Centre malien de promotion de la propriété industrielle en remportant le prix de la meilleure structure nationale de liaison qui témoigne de la performance, du professionnalisme et de la rigueur de notre dispositif de propriété industrielle. En marge de la session, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré la communauté malienne établie au Congo. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissan, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koné. Et nous poursuivons ce journal-là avec le lancement à Tombouctou du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au profit de 341 ex-combattants issus des mouvements comme le Gatia, le CPA 1 et 2, ainsi que le mouvement sédentaire des régions de Tombouctou et de Taoudini. La cérémonie de démarrage a enregistré la présence des responsables des commissions nationales chargées du DDR1, les responsables des mouvements ainsi que les autorités régionales. Chacune des parties prenantes a salué le bon démarrage du processus et salué les dispositifs mis en place pour disposer d'un fichier fiable au terme des opérations. Reportage Najim Babassi et Mahamadou Askoufari. Ce mercredi 7 janvier consacre le démarrage du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au compte des régions de Tombouctou et de Taoudeni. Cette étape constitue un pilier essentiel de la réconciliation et de la consolidation de la paix au Mali. Ces opérations conduites par la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion
et la Commission nationale d'intégration porteront sur la démobilisation de 341 futurs ex-combattants et leur intégration au sein des forces armées et de sécurité comme soldats de deuxième classe. Ces opérations témoignent de la volonté inébranlable des autorités maliennes à poursuivre les efforts vers la paix et la stabilité du pays dans le but de construire un Mali uni, unifié, en paix et réconcilié avec lui-même. Les ex-combattants concernés par ce processus sont issus des mouvements Gatia, CPA et les mouvements sédentaires. Je lance un message à nos frères qui détiennent toujours les armes, de laisser les armes et d'intégrer les forces de sécurité et de défense. C'est une joie totale parce que c'est un processus auquel nous nous attendions depuis longtemps et il a plusieurs avantages. Moi je vois que le processus s'est bien déroulé, tout va bien, tous les moyens sont réunis et on prie Dieu que les choses vont aller en avance. Les moyens sont réunis, les combattants ont commencé à venir. Les gouverneurs des deux régions sont très enthousiastes par le lancement des opérations du DDRI dans leur région et surtout son caractère particulier. C'est un processus pur malien. L'objectif pour qu'on puisse avoir la paix chez nous, à mon avis, personne d'autre qui doit amener la paix à notre pays en dehors des Maliens eux-mêmes. Et je pense qu'avec l'expérience des Maliens, par rapport à tout problème qu'on est en train de vivre des années, je pense qu'on doit sortir la tête haute parce que chacun de nous, il a le courage pour dire à l'autre comment on peut vivre ensemble. Ces opérations découlent de la volonté des autorités de la transition pour faire du Mali un pays de paix. Ces opérations ont un triple impact sur les deux régions, Taoudéni et Tombouctou. Ces opérations augmenteront sans doute les effectifs de nos FAMA, réduiront significativement les taux de chômage et enfin réduiront le nombre d'armes en circulation dans les deux régions. Aussitôt, après le lancement, les autorités et responsables du DDRI ont procédé à la visite guidée des différents stands pour s'approprier le dispositif d'enrôlement et de traitement. À leur constat général, tout est sur place. Ici, à Bamako, à l'aube de 2026, les membres du Comité national des jeunes travailleurs lancent officiellement leur rentrée syndicale à la Bourse du travail. Une rentrée effectuée autour des messages sans équivoque. La jeunesse confrontée à la précarité et au chômage exige d'être entendue. Un moment fort pour porter les revendications d'une génération en quête d'emploi et de dignité. Reportage à Moussa Kamara et Mahamadou Sidibi. Cette rentrée syndicale du Comité national des jeunes travailleurs se veut un cadre d'échange et de partage, une occasion pour eux de tirer les leçons de l'année écoulée et de planifier des activités à venir. Pour l'année 2025, le Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTEM a engagé un montant total de dépenses de 38 851 850 francs CFA, dont 2 243 000 francs CFA d'apport direct du bureau exécutif du CNJT. Ce bilan témoigne de la rigueur dans la gestion des ressources et de l'efficacité dans la mise en œuvre de nos activités. Pour 2026, la CNJT affiche déjà des ambitions. Et au-delà, le bureau exécutif du CNJT s'engage à consolider l'appui technique et financier du secrétaire général de l'UNTEM et de son bureau, moteur de la jeunesse syndicale. Pérenniser ces actions grâce au soutien constant du secrétaire général de l'UNTEM et de son bureau. Renforcer les compétences des jeunes syndicalistes par des formations continues et innovantes. Former une nouvelle génération de leaders jeunes syndicaux efficaces, qualifiés et engagés. Un des moments forts de cette cérémonie, c'est cet appel à la responsabilité syndicale lancé par le secrétaire général de l'UNTM. Vous êtes l'avenir de l'UNTM. Vous devez être les héritiers des luttes passées et les bâtisseurs d'un syndicalisme moderne, responsable et crédible. L'année syndicale qui s'ouvre doit être placée sous les signes de l'unité, de la vigilance et de la mobilisation responsable face aux défis majeurs du monde du travail. Cette cérémonie a été marquée par la remise d'attestations et de trophées à plusieurs personnalités du monde syndical en reconnaissance de leur engagement en faveur des travailleurs du Mali.
Direction la 3e région, 141 millions de francs CFA, c'est la valeur d'une importante quantité de kits scolaires, pédagogiques et didactiques mis à la disposition des 50 écoles des communes de Fama, Tienkadi, Kinya, Lubugula et Misirikoro dans la région de Sikassou. Une dotation de PADEM, projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, qui ambitionne d'offrir à chaque enfant et à chaque enseignant les conditions nécessaires pour apprendre, former et réussir. Compte rendu, Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba. Par le lancement officiel des activités du projet Accel Africa, phase 2, ou accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique, les acteurs du secteur coton et minier des régions de Sikassou et de Koutchala s'engagent résolument sur la voie d'un développement inclusif où la protection des enfants et la résilience des communautés deviennent des responsabilités collectives dans des zones où la pauvreté et les effets des changements climatiques exposent de nombreux enfants au travail précoce. On va faire des formations au niveau des producteurs pour les faire comprendre comment est-ce qu'on peut parvenir à éliminer le travail des enfants. À travers Accel Africa, aujourd'hui, Dieu merci, je ne dirais pas que les enfants ne sont pas sur le site d'orpaillage, mais les orpailleurs ont beaucoup compris que la place d'un enfant c'est à l'école et pas sur un site d'orpaillage. Donc on va essayer de travailler à cela pour que les enfants aient plus d'opportunités, plus d'engagement ailleurs et plus de droits. Cet accord d'exécution est une dynamique portée par le Bureau international du travail et soutenu par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à hauteur de 68 millions de francs CFA. Cette seconde phase, qui va durer 5 ans, entend s'attaquer aux causes profondes du phénomène à travers des actions concertées et inclusives. La région de Sikassou, poumon agricole du Mali, se réjouit particulièrement de la mise en œuvre de cette initiative. Elle contribuera à améliorer les conditions de vie des familles productrices et à renforcer la scolarisation et le maintien des enfants à l'école. À noter que la première phase du programme Accel Africa a déjà permis de former plus de 1000 producteurs à l'élimination du travail des enfants, des exploitations mécanisées, des installations de biodigesteurs et des femmes actrices du changement. Des acquis qui seront capitalisés au cours de cette phase 2 pour une lutte efficace et durable contre le travail des enfants. Je l'annonçais au sommaire, en 13e région, plus de 2000 femmes de 7 communes évoluent dans la production du beurre de karité. Elles sont membres des coopératives qui sont à la fois productrices et membres de l'Union locale des productrices de karité de Djouila. La production annuelle de cette union atteint souvent 100 tonnes, dont 20 tonnes de beurre de karité biologique. Si ces femmes disposent aujourd'hui d'équipements nécessaires à la production du beurre de qualité, elles souhaitent vendre plus pour stocker moins. La transformation du karité à Djouila, c'est un dossier signé Mustapha Doumbia et Alassane Sangari. La région de Djouila est l'une des principales zones de production de karité du pays où la transformation de l'amande de karité constitue l'activité économique de plusieurs coopératives féminines. C'est pourquoi des milliers de femmes issues de cette commune de la région sont aujourd'hui membres de l'ULPK, Union locale des producteurs de beurre de karité. Créée en 2001, l'ULPK produit environ 100 tonnes de beurre de karité par an, dont 20 tonnes de beurre certifié biologique et 80 tonnes de beurre équitable ou conventionnel. ULPK travaille depuis 2021 sur la production de karité bio, en ce sens qu'auparavant ULPK achetait les produits finis, le beurre, avec les groupements villageois pour chercher le marché. Mais les qualités du beurre de karité issu de la commune 1 et la commune 2 d'intervention ne sont pas les mêmes qualités. Donc on a changé la donne en faisant quoi, en appliquant une autre approche des qualités, acheter les noix uniquement chez les femmes, les centraliser au niveau de l'unité à Djouila ville et les transformer. Mon rôle consiste à organiser les femmes par équipe et par spécialisation. La transformation des amandes de karité est organisée de manière à impliquer les femmes des coopératives membres de l'Union. Ces femmes bénéficient à plus d'un titre. Elles fournissent la matière première qui est achetée par l'Union et elles participent à la transformation, donc une prise en charge. La production de beurre de karité implique 2010 femmes de 7 communes de la région.
Nous achetons les noix avec les coopératives et nous les transportons. Nous disposons pour cela des équipements pour le transport, la cuisson, le barattage et tous les dispositifs pour la production du beurre de qualité biologique. Grâce à l'appui des partenaires, nous disposons de foyers améliorés qui consomment moins de bois, donc nous protégeons l'environnement. Nous disposons aussi des machines pour produire en quantité, en qualité et pour conserver dans de bonnes conditions. Tout le tobian sera qu'à filtrer ni machine, au machine mon mais tout le to qualité nya qu'à cassatique. La production du beurre de qualité biologique exige le respect d'un certain nombre de critères, dont la disponibilité d'un site de collecte. Dans le dispositif de production du beurre bio, il y a un organisme qu'on appelle EcoCert. EcoCert, c'est un organisme de certification qui donne le certificat d'autorisation de produits de bonne qualité et qui prouve que le produit c'est bio. Parce qu'ils ont des paramètres qui définissent les taux d'impureté, les taux de saleté, le taux de propriété, la couleur, la texture du produit. ULPK peut payer 4 millions de francs CFA pour avoir le certificat. Mais pour cela, il faut avoir un parc à karité, c'est-à-dire une zone où vous allez collecter les noix. Notre zone se trouve à Massigui, c'est 361 hectares de karité et bien cartographié. Et chaque année, les auditeurs quittent Burkina pour venir certifier cette zone de collecte, voir que est-ce que aux alentours de ces parcs-là, est-ce qu'il y a des champs où on fait des pulvérisations des pesticides, est-ce qu'il y a des champs où on cultive. Bon, s'il n'y en a pas ces champs-là, donc ils prélèvent les échantillons des noix de karité pour aller analyser au niveau de laboratoire en Allemagne pour prouver que vraiment les produits de karité que ULPK produit ne contiennent pas de pesticides, ça ne contient pas de produits chimiques, ça ne contient pas d'engrais. Il y a tout un paramètre à appliquer pour avoir. C'est ce qui crée vraiment aujourd'hui la différence entre ULPK et les autres groupements qui transforment sur le beurre de karité au Mali. La commercialisation du beurre de karité s'est faite à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Que ce soit en carton, en boîte de 5 kg, 1 kg, etc. Nous vendons sur place à l'intérieur du pays et même à l'extérieur dans des pays européens. Mais nous avons toujours besoin d'appui pour former nos membres et même pour la commercialisation parce que nous remplissons les conditions pour vendre du beurre de qualité certifié. J'utilise le beurre de karité pour mon massage avant le coucher. C'est un défatigant pour moi. Je le consomme aussi dans différents repas. Il est à la fois bon pour la peau et pour la santé. L'Union locale des producteurs de beurre de karité de Dioïla dispose à ce jour d'un stock d'environ 7 tonnes de karité conventionnelle et 5 tonnes de karité biologique. Renforcer les connaissances et les capacités des cadres du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social sur l'intégration de la budgétisation sensible au genre dans les programmes plans et stratégies. C'est l'objectif d'un atelier de 3 jours qui se tient au commissariat du développement institutionnel. Au cours de la rencontre, les échanges ont porté uniquement sur la budgétisation sensible au genre afin de prévenir et répondre aux violences basées sur le genre et les pratiques néfastes faites aux femmes et aux filles. Reportage Inaba et Sidi Mouribo Damili. Cette deuxième phase sur la budgétisation est la suite d'une première sur le concept genre. À travers cette initiative, le département en charge de la fonction publique entend outiller ses cadres sur la budgétisation sensible au genre pour une meilleure prise en compte de l'approche genre dans les différentes planifications à court, long et moyen terme. Cette fois-ci, on a initié la formation sur la budgétisation sensible au genre qui consiste à prendre le genre dans tout le cycle budgétaire, depuis la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation, pour que chaque personne soit prise en compte et personne ne soit laissé de côté. Au Mali, les inégalités entre les femmes et les hommes sont observées dans les domaines politiques, instances décisionnelles et emploi. C'est pourquoi notre pays a pris divers engagements internationaux pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, pour l'atteinte des objectifs du développement durable 2030 et l'agenda 2063. La budgétisation sensible au genre n'est pas un budget séparé pour les femmes, ni une faveur accordée
à un groupe particulier. Il s'agit plutôt d'une approche d'analyse, de planification, d'exécution et de suivi du budget qui tient compte des besoins différenciés des femmes, des hommes, des filles, des garçons, des personnes vivant avec un handicap. Depuis 2012, la démarche de planification et la budgétisation sensible au genre est inscrite dans le processus budgétaire. Cet outil va permettre de prendre en compte les rapports de genre et les questions des droits de la femme. Restons avec Inaba pour parler cette fois de la première réunion du comité consultatif du Fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC. Ce comité va évaluer le rapport d'activité annuel et valider le programme semestriel à venir. Plus de détails dans ce reportage. Cette première réunion du comité consultatif du FAMOC donne des orientations stratégiques au programme, jette un regard sur les résultats de la période écoulée du 1er mai 2024 au 30 novembre 2025, mais aussi valider le programme pour les 6 mois à venir. Ce comité se tient 2 fois par an. L'exercice de ce matin consiste à partager avec les participants le rapport annuel validé par le bailleur qu'est le Royaume du Danemark. Les résultats phares essentiellement pour cette période semestrielle, c'est la sélection de 89 bénéficiaires qui a été faite et puis aussi la contractualisation de 87 de ces 89 bénéficiaires sélectionnés et les ateliers d'appropriation pour permettre aux bénéficiaires qui ont été sélectionnés quelles sont les procédures de gestion technique et financière du FAMOC. Et on a décaissé aussi pour tous les bénéficiaires qui ont été sélectionnés, on a décaissé leur première tranche. Donc, ils ont démarré leurs activités. Nous remercions vraiment le Danemark pour appuyer des initiatives de la société civile qui appuient également la politique gouvernementale pour le renforcement des capacités de nos organisations et nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour appuyer les communautés à la base. Le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC phase 2 vise à consolider les initiatives des organisations de la société civile, motrices du changement, des jeunes et des médias, œuvrant pour le renforcement de la participation citoyenne des jeunes, femmes et des groupes marginalisés pour le respect des droits humains et la promotion de la paix. Je demande aux bénéficiaires, c'est-à-dire de la confiance qui a été placée en eux, de bien exécuter le projet, pour que les populations qui sont les cibles principales puissent se former, puissent bénéficier pleinement de 10 projets. Ce comité consultatif du FAMOC 2 couvre la période 2024-2027. Il regroupe les 5 départements sectoriels, les organisations de la société civile, le Royaume du Danemark et le Conseil national de la jeunesse. Suite à l'agression de la République bolivarienne par les États-Unis, l'ambassadeur du Venezuela au Mali a organisé une conférence de presse pour dénoncer cet état de fait. Le Venezuela est soutenu dans ce combat par les autorités maliennes. Reportage Youssouf Diakité et Aruna Diara. Au petit matin du 3 janvier 2026, le monde entier a été témoin d'une agression de la République bolivarienne de Venezuela qui s'est soldée par la capture de son président constitutionnellement élu. Et le peuple du monde dénonce cette agression. Au Mali, cela s'est fait à travers cette conférence de presse organisée par l'ambassadeur de Venezuela et les voix convergent. En tant que peuple palestinien, nous pouvons être solidaires avec le Venezuela, avec le peuple venezuelien, avec le président du Venezuela. Nous sommes sous le choc du kidnapping du président Maduro et de son épouse. Personne n'aurait jamais pu s'imaginer que cela pouvait arriver, mais c'est arrivé. Tout cela s'inscrit dans un environnement mondial où les peuples ont pris conscience, les peuples du Sud global ont pris conscience du fait qu'en réalité ils ne sont pas pauvres. Le Venezuela est victime de ses richesses. Tous les intervenants ont qualifié cette attitude des États-Unis d'extrêmement grave, qui dépasse les frontières du Venezuela et interpelle la conscience des peuples du monde. Le pétrole du Venezuela
a servi au Mali ici à financer des logements sociaux à Tabakor. Il faudrait que le peuple malien le sache et qu'il se tienne debout comme un seul homme, comme une seule femme, pour dire hoy somos todos et todas venezolanos. C'est ce que je voulais dire. Le temps n'est plus aux proclamations grandiloquentes. Ce qui se passe aujourd'hui à Caracas pourrait très bien se passer demain en Afrique. Ce texte crapuleux, à mon sens, à y regarder de près, ne veut rien dire d'autre que les soubresauts d'un régime moribond. Aujourd'hui, le monde en Occident est acculé. Ils sentent la fin de leur système. Et pour essayer de donner l'impression que ce système peut encore vivre, ils passent par toutes sortes d'actes crapuleux. Que ce qui s'est passé au Venezuela ne relève ni du droit, ni de la diplomatie. C'est de l'impérialisme assumé. C'est le piétinement du droit international. C'est le piétinement de la démocratie. Et nous dénonçons avec véhémence ces comportements inadmissibles. Et nous demandons la libération immédiate du président vénézuélien et sa femme. C'est pourquoi l'ambassadeur dans cette déclaration rassure que la République bolivarienne de Venezuela est prête à assurer la responsabilité historique de ce combat. Se violó el derecho humanitario. Le droit international humanitaire a été violé par des attaques perpétrées contre des civils non impliqués dans les hostilités, contravenant aux principes de distinction, de proportionnalité et de nécessité militaire. Les droits fondamentaux de la personne ont été bafoués, notamment le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. L'humanité personnelle d'un chef d'État en exercice a été violée, ce qui constitue une atteinte à la souveraineté d'un peuple. Et à l'ambassadeur de rappeler que le Venezuela est la terre de la seule armée qui a franchi ses frontières non pas pour dominer, mais pour libérer. Le gouvernement burkinabé a annoncé hier au journal télévisé de la RTB par la voix du ministre de la Sécurité avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation visant les institutions de l'État, dont un projet d'assassinat ciblant des personnalités dont le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Saluant le professionnalisme des services de renseignement et la mobilisation citoyenne, les autorités assurent que la situation est sous contrôle et que toutes les personnes impliquées répondront de leurs actes devant la justice. Nous vous proposons l'intégralité de la déclaration du ministre. Le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations,
c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a, dans sa série de visites entreprises au niveau des centres de santé hospitaliers, rencontré les cadres de l'hôpital général de référence. Il était question pour le ministre de sillonner les services médicaux de ce centre hospitalier de référence pour constater concrètement l'efficacité des services offerts par le personnel soignant et la gestion du matériel médical mis à leur disposition dans le cadre de la prise en charge des patients. Le résumé avec Jamila Amadou. La présente visite terrain a été initiée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour s'imprégner des réalités que vivent le personnel soignant de l'hôpital général de référence, les conditions d'utilisation et de maintien des différents matériels médicaux de dernière génération mis à la disposition, les conditions de prise en charge des patients et la disponibilité des médicaments et autres intrants sanitaires. Nous avons eu à discuter avec tous les cadres. Un autre objectif, c'est de s'assurer de la fonctionnalité des équipements lourds qui ont été acquis et qui ont été mis en place au niveau donc, de cet hôpital. Et nous avons également comme autre objectif de s'assurer que l'hôpital dispose des médicaments nécessaires dans le cadre de la prise en charge de nos malades, de nos blessés. Au niveau de tous les services, les responsables des lieux ont exposé les difficultés et attentes au ministre, accompagné de ses cadres stratégiques. Nous sommes sortis de cette visite satisfaits de tout ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu sur place par rapport vraiment aux activités que cet hôpital doit, aux soins pointus que cet hôpital doit donner à l'endroit de la population. Vraiment, c'est un sentiment donc, de satisfaction que nous exprimons ici. À travers cette visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État du Niger entend renforcer le dispositif médical axé sur la performance et l'efficacité pour une meilleure offre de soins publics aux populations. On l'appelle le 5e art. Il s'agit de la littérature qui intéresse de plus en plus la jeunesse au Mali. Cela se traduit par le nombre croissant des jeunes auteurs. Alors que certains sont à leur tout début, d'autres ont déjà à l'air actif à plusieurs publications, parmi lesquelles des romans et des recueils de poèmes. Ces jeunes écrivains doivent leur motivation à la passion qu'ils ont pour la littérature. Gros plan sur des jeunes auteurs du Mali avec Tiemoko Konati. 3 jeunes, une passion, la littérature. Il s'agit de Kali Diallo, Malik Mbaye et Djibril Ba. Si les 2 premiers ont chacun à son actif quelques publications, le 3e est l'auteur d'un roman qui traite l'immigration, une pratique assez courante dans la région de Kaya. Le roman a été publié en septembre 2022. L'originalité de ce roman s'explique par la thématique déjà qui aborde l'immigration. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est une question d'actualité et qui m'a poussé à réfléchir sur les motivations qui poussent les émigrés à quitter le Mali, l'Afrique en général, pour se retrouver en Europe. Quand j'étais à l'université, j'ai eu beaucoup de difficultés, ce qui m'a d'ailleurs poussé à écrire. On ne dira pas que je suis né écrivain, mais je suis né avec une partie écrivain, parce que ça, il faut reconnaître, depuis l'enfance, je voulais écrire. Je suis auteur de 3 livres. Le premier s'intitule « Ma plume au service de ma communauté », publié en 2019. Le deuxième s'intitule « Le prix à payer » et le troisième s'intitule « Chant d'honneur ». À l'image de ses interlocuteurs, nombreux sont les jeunes diplômés évoluant dans différents secteurs d'activité, à coucher de plus en plus sur papier leur ressenti. Des publications alliant parfois le lyrisme personnel et le lyrisme engagé. J'ai décidé de mettre ma plume
au service de ma communauté pour dénoncer les maux qui rongent ma communauté, pour être la voix des sans-voix. Cela est un acte de patriotisme pour moi. Comme le disait Mahatma Gandhi, soyons le changement qu'on veut voir apparaître. Je crée par passion parce que c'est un plaisir pour moi. Au-delà de cela également, je pense aujourd'hui que la jeunesse a un rôle crucial à jouer. Nous qui avons été à l'école et qui avons choisi les sciences sociales, la littérature à elle seule ne peut pas construire, mais ça permet d'éveiller la conscience collective. Le premier livre, c'est Ma vie au campus. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à écrire ces livres-là, c'était d'informer de quoi les élèves souffraient à l'école, surtout au campus. Nos interlocuteurs affirment emboîter ainsi les pas aux grandes figures maliennes ayant marqué la littérature africaine, citant en exemple Amadou Hampâté-Bâ, Seydou Badian et Félix Dabo Sissoko. Amadou Hampâté-Bâ, on le lit aujourd'hui, mais il n'est plus. Et Seydou Badian, on le lit aujourd'hui, mais il n'est plus. Mais il est parmi nous parce que ses écrits sont parmi nous. Il y a des chapitres réservés à la sensibilisation, des chapitres réservés un peu au développement personnel et des chapitres réservés à l'éveil de conscience. Pour ce qui concerne l'unique roman du jeune Ba, qui s'intitule Partir ou périr, il sera bientôt élargi en trilogie. Le départ, la vie en Europe et éventuellement le retour en Afrique. Donc l'objectif dans ce deuxième roman, c'est d'essayer de montrer le paradigme. Cet engouement grandissant des jeunes pour la production littéraire présage un lendemain meilleur pour la littérature malienne, voire africaine. Un nouvel ouvrage est désormais disponible dans les librairies. Le système financier malien à l'épreuve des crises, une décennie de résistance, paru aux éditions L'Harmattan Mali. Écrit par Amadoun Ousmane Bokoum, expert en gestion, ce livre de 326 pages analyse en profondeur les crises majeures qu'a traversé le Mali au cours de la dernière décennie. De la rébellion de 2012 aux sanctions régionales en passant par les tensions autour du franc CFA, les débats sur l'éco et la question de la monnaie nationale, l'auteur met en lumière les réponses apportées par le système financier malien, parfois inattendues, souvent déterminantes. Cet ouvrage constitue une référence précieuse pour les décideurs publics, les professionnels de la finance, les chercheurs, les étudiants, ainsi que pour toute personne désireuse de mieux comprendre les enjeux économiques actuels et de contribuer à l'avenir financier du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Thank you.